rise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Et je souris d'avance parce que je retrouve Valérian et Jules. Cela faisait une éternité, j'ai dû les appeler plusieurs fois, leur envoyer des mails, ils ne voulaient plus me parler, m'adresser la parole, ils étaient dans leur truc, dans leur coin, et je sais pas ce qu'ils... Et puis au cours d'un Twitter un peu assassin sur Dune, ils m'ont dit, ah là, il faut absolument qu'on te recadre un petit peu. Donc ils sont là, et je suis extrêmement content de les accueillir pour ce 5e épisode de cette émission que nous avons créée ensemble et que je pense nous aimons bien faire, c'est-à-dire Parole. Comment allez-vous, chers amis? Écoute, ça va. Vivant, écoute, prêt à parler de ces films-là qui, je sens, vont déchaîner les passions. On est prêt, on est là et j'ai trop hâte. Ça fait vraiment plaisir d'être. Il est tout rouge, Jules. Il est plein d'énergie. Alors, je me permets quand même de montrer Jules. Il bouillonne. En fait, c'est une référence explicite à ce plan dans l'impasse sur Pacino quand il fait tomber Benny Blanco dans les escaliers. Oui. Tu vois, c'est réfléchi. Mais écoute, moi j'aurais dit parce qu'il manque une montre d'appoint, tu vois. Moi j'aurais dit une référence à la simulation d'endémonique. Donc, vous avez un petit peu deviné de quoi nous allons parler, non pas de l'impasse, parce que je pense que Jules est un escroc. Finalement, ça n'a rien à voir avec l'impasse. C'est tout simplement qu'il y a un problème technique. Non, mais nous t'aimons comme cela. Peut-être que grâce à cet élan artificiel de ta part, tu réussiras à me convaincre qu'Annette est un très bon film, ainsi que Dune. Je sais pas pour Dune ce que t'en penses, mais peut-être. Nous allons parler donc de 3 films. L'un qui est sorti donc le 7 juillet dernier, qui s'appelle Annette, vous le connaissez, réalisé par Léos Carax, son dernier film en date. Il a été au Festival de Cannes, pour lequel d'ailleurs il a reçu le prix de la mise en scène. Le second film sera Dune, qui est sorti le 15 septembre, il y a pratiquement une semaine. Dernier film de Denis Villeneuve, en date, et dont on est sûr que le prochain sera la suite de Dune. Donc ça aussi, on va peut-être en parler. Et le troisième et néanmoins dernier film, c'est Démonique. Dernier film réalisé par Neil Blomkamp, qu'on connaît surtout pour District 9 et pour d'autres films comme Elysium. C'est Elysium, c'est bien ça, si je me trompe pas. Voilà, Elysium. Oui. Et c'est un film qui a la particularité de sortir directement en DVD Blu-ray. Contredisez-moi si je me trompe, et qui sort aujourd'hui, le 20 septembre, date à laquelle nous enregistrons cette émission. Voilà. Donc, comme dirait l'autre, so may we start. Donc, s'il veut dire ça rejoint. Voilà, je voulais la faire. Donc, je rappelle quand même que Valérian a une chaîne qui est un peu le doyen chez nous. C'est Monsieur avec un grand M majuscule, Cinefals. Donc, vous retrouvez bien évidemment le lien de sa chaîne dans le descriptif de cette vidéo. Et Jules, qui fait partie donc de ce quatuor, je crois maintenant. Non. Attends. Ah non, c'est plus un quatuor. Vous êtes 5 maintenant, donc c'est les gardiens du cinéma et il en fait partie. Donc vous retrouverez aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo. Alors, donc, on va commencer par parler d'Annette. On s'est dit que ça serait plus intéressant de commencer par l'ordre chronologique. Donc Annette, alors il faut savoir que beaucoup de choses ont été dites sur Annette, et donc nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de revenir sur certains films qui sont là maintenant depuis un certain temps, parce que ça nous incombe, c'est important pour nous. Et avant de commencer à parler d'Annette, je voulais savoir, juste comme ça pour la forme en même temps, est-ce que c'était un film que vous attendiez avec impatience? Oui, beaucoup. Déjà, moi, je suis hyper fan de Carax, donc déjà là-dessus, obligatoirement, chaque film est un événement, vu qu'il n'en sort que très peu. Et surtout, c'était un projet qu'il avait de longue date. Je crois qu'il a mis 7 ou 8 ans à monter le projet avec Adam Driver, qui est également le producteur du film. Donc ouais, j'étais très impatient. Depuis 2016-2017, ça en parlait de manière beaucoup plus concrète. Et on avait entendu pas mal de choses sur le film, sur le casting, qu'à la base c'était Kristen Stewart. Beaucoup d'informations qui circulaient. Et donc moi, j'étais très impatient de voir le film. Et direct, quand j'ai eu les premiers visuels, j'ai directement été interpellé. Et puis Adam Driver, moi, c'est un acteur qui me fascine. Donc j'étais d'autant plus impatient de découvrir ce métrage. Et toi, Valérian?
Absolument pas. C'est un Absolument film pas. que je n'attendais pas du tout. J'avais vu la bande-annonce et ça ne m'avait pas titillé davantage. Je ne suis pas allé le voir en salle. J'ai laissé aussi du coup décanter l'énergie qui en découlait, les retours et tout ça. Je me suis très peu documenté. Je suis gardé vraiment sur l'avis vraiment de sortie de film et je ne connais pas du tout le parcours des Sparks. Parce que je pense que Ah, c'est lié intimement, hein, c'est la fusion, vraiment la fusion totale. Et moi, je ne connais pas du tout leur musique. En tout cas, de ce que j'entends dans un net, je n'y suis pas très sensible. Donc, j'y suis vraiment allé, euh, comment pourrait-on dire, sans a priori. D'ailleurs, le film m'a quand même fait une meilleure impression que j'aurais pensé, mais sans a priori, mais vraiment sans attente non plus, sans attente dévorante. J'attends des ventes. Alors effectivement, tu as bien raison d'évoquer les Sparks, parce qu'il faut savoir qu'à la base, le scénario, donc, c'est un scénario qui a été écrit par les Sparks, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau chez Carax, parce que c'est quand même un film de Léos Carax, et donc généralement c'est lui qui écrit ces scénarios. Et il y a réellement des scénarios, contrairement à la légende qui voudrait que c'est quelqu'un qui improvise. Non, il y a réellement un scénario qui est extrêmement bien écrit. Et là, pour le coup, c'est les Sparks qui lui ont proposé cela. Alors, les Sparks, effectivement, c'est un groupe important de ce qu'on a appelé le glam rock, mais beaucoup plus, parce qu'ils ont beaucoup travaillé aussi sur la question de l'opéra. Et d'ailleurs, on le ressent dans le film Annette. Et ce qui est assez drôle, c'est que j'avais comme ça cherché sur Internet et j'avais trouvé une interview de Carax lorsqu'il avait sorti Boy Meets Girl. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'à un moment, il parlait comme ça du fait qu'il y a peut-être une envie un jour de faire une comédie musicale, c'est ce qu'il dit. Et que c'est le démanger. Et c'est très drôle parce que c'est quand même, Boy Meets Girl, c'est un film qui date du début des années 80, je crois que c'est 83, 84. 84. Et oui, parce qu'au mauvais sens, je crois, c'est 86, 87. Voilà. Et donc, je trouve ça assez beau en même temps d'avoir quand même quelque chose, une envie forte. Voilà, c'est pas un film qui est arrivé de manière très surprenante. Non, c'est quelque chose qui pouvait être une continuité logique. Comme je suis, et vous le savez, très mauvais pour raconter les scénarios, les histoires de films, ça vous le savez. Donc, je vais prendre tout simplement un truc très officiel, c'est-à-dire Allociné, qui dit en gros comment Allociné explique le film. Il dit c'est Los Angeles de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l'humour féroce. Henry, c'est joué par Adam Driver. Et Anne, une cantatrice de renommée internationale jouée par Marion Cotillard. Et ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie. Est-ce que ce film vous a bouleversé? Ouais, complètement. Moi, ça a eu beaucoup d'écho en moi. Alors, il y avait beaucoup d'éléments qui, déjà de base, étaient là pour me donner envie. Moi, j'aime énormément les comédies musicales. J'adore Adam Driver. J'aime beaucoup Léos Carax. Et même aussi, même si je connaissais pas trop Sparks, j'avais entendu quelques-unes de leurs partitions. Et si je dis pas de bêtises, il y avait même un morceau dans Holy Motors aussi. Donc déjà, j'avais une petite connaissance de ça. Donc j'avais cette envie de découvrir le film comme j'avais dit avant. Et ouais, quand je l'ai découvert, ça a vraiment eu un certain écho en moi. Enfin, j'ai trouvé que c'était un film voilà, qui aimait le spectateur, qui voulait dialoguer avec lui. Et moi, je me suis senti très, très intégré dans le film. Et j'ai vu aussi un film, une sorte d'événement pour moi, comme il n'y en a pas tous les jours. C'est-à-dire que c'est un film qui, pour moi, fait date, dans le sens où on a parfois 1 ou 2 films par an, peut-être moins, qui, comme ça, proposent une expérience de cinéma un peu totale, où on va découvrir un film qui va nous proposer des réflexions, des émotions, des mélanges comme ça. Enfin, c'est typique de Carax, mais des mélanges d'émotions. Moi, j'ai été vraiment transporté à ce niveau-là, dans le sens où il arrive dans une même séquence, dans un même plan, dans un même enjeu, à la fois nous faire ressentir la terreur et aussi l'humour. Enfin, il est très fort dans ce mélange de sentiments, comme il l'a toujours fait dans sa carrière, je crois. Et ouais, moi, je trouve que c'est un vrai événement de cinéma, et c'est aussi une fresque. Parce qu'il y a quand même quelque chose, voilà, comme tu l'as un peu évoqué avec les Sparks, d'opératique.
Donc on est quand même dans quelque chose de gigantesque, qui a une véritable ampleur de cinéma. Et moi, j'ai toujours aimé en fait les films qui avaient une grande ampleur, une forme de grandiloquence aussi par moment. Je trouve que c'est parfois, enfin, je trouve aujourd'hui par rapport au cinéma et par rapport aux histoires en général, on a un manque de croyance aux histoires. Et que des fois, on a tendance à mettre en avant des films qui non pas se décrédibilisent, mais se font perdre directement en eux de l'ampleur parce qu'ils ont peur que le spectateur ne croit plus. Et moi, j'ai vu en Annette un film qui avait une croyance comme ça en l'histoire, au pouvoir du cinéma et aussi à l'intelligence du spectateur. Donc, c'est un film qui m'a beaucoup touché à ce niveau-là. C'est très intéressant quand tu dis. Non, c'est pas que c'est très intéressant. Quand tu soulèves cet aspect de la croyance, donc de la foi en l'histoire, je trouve que c'est assez intéressant parce que moi, c'est quelque chose qui me travaille depuis quelques années et oui, et effectivement, il y a toujours cette idée de ne pas vouloir revenir à les bons vieux ingrédients, pardon, de la bonne histoire. Mais moi, j'ai envie de te dire que il y a aussi la croyance aux images, la foi aux images, la foi à ce que peut donner un plan. Et je sais pas, ce film me laisse complètement perplexe parce que j'ai l'impression qu'il a les défauts de ses qualités, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui est dans la continuité logique de ce que Carax fait depuis quelques temps, depuis le début, à savoir faire du cinéma, c'est lui rendre aussi hommage, travailler la question de la dualité, la question de la transmission, très importante, mais aussi c'est quoi aimer aujourd'hui, c'est quoi aimer avant, des questions qui sont peut-être assez basiques, certes, mais qui ont toujours accompagné la littérature, par exemple, ou la peinture, ou je ne sais quoi. Donc, et surtout le rôle important, la place de ce que peut donner un artiste dans le monde. C'est quoi regarder le monde à travers les yeux d'un artiste? Ça, c'est aussi passionnant, certainement. Mais pourquoi les défauts de ses qualités? Parce que je trouve que, pour le coup, j'ai l'impression que il y avait un critique du cinéma qui disait que c'est un film qui parle beaucoup d'images, mais qui en même temps est beaucoup plus axé autour de son image à ce film, et non pas de l'image d'une société, l'image monde, par exemple. Et moi, c'est ça qui me gêne avec Annette, aujourd'hui, après des semaines et des semaines de réflexion, c'est que c'est un film qui... moi, je pense que le cinéma, quoi qu'on en dise, ça restera et ça sera toujours un regard sur le monde. Et j'ai l'impression que dans ce film, Carax n'a plus cette générosité qu'il avait dans les précédents films de regarder le monde. Non, maintenant, il voudrait que nous regardions son monde à lui. Et moi, ça me gêne parce que un cinéaste qui veut regarder le monde, c'est une manière aussi d'être extrêmement à l'écoute, généreux aussi, ce qui peut se passer, qui peut se produire. Donc, il va expérimenter, il va faire comme si tout était à redémarrer à 2-0. Là, j'ai l'impression de voir un cinéaste qui n'a pas grand-chose à dire parce qu'il n'arrive pas à ouvrir les fenêtres pour voir un peu le monde. Et donc, ça donne des choses très bricolées, ça donne des séquences qui sont à la limite quand même du grotesque, et non pas du kitsch, parce que je trouve que c'est beau le kitsch, du grotesque. Et parfois, ces personnages sont en roue libre. Il est constamment dans l'idée, dans le besoin d'asseoir sa réputation, sa place de cinéaste. Ça commence déjà par cette séquence dès le début où c'est lui qui dit « nous allons commencer, on y va ». C'est toujours très gênant. Toujours très gênant aussi de dire au spectateur comment il doit faire, comment il doit être, parce que est-ce qu'il y croit encore à cela au spectateur? En fait, c'est un film qui m'énerve parce que je n'arrive pas à parler du film en lui-même. Je ne fais que de parler de ce qui est dans les coulisses, alors que je devrais parler des séquences. Par exemple, quand il y a une séquence où l'on voit Henry en tant que stand-upper, et c'est une séquence qui est assez longue, et je me dis que là, ça devient encore artificiel. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que la séquence se dilate, parce que c'est mieux quand ça se dilate, mais finalement, les séquences qu'on appelle contemplatives, qui n'existent pas pour moi, c'est des séquences qui veulent dire quelque chose, qui disent quelque chose, il y a un sens, il y a une émotion, et je trouve qu'il n'y a pas d'émotion dans ces films.
Il n'y a pas d'émotion, même dans les moments les plus clivants, les plus autoristes, comme on peut dire, il n'y a plus d'émotion. Et j'ai l'impression qu'il filme ses propres clichés, les propres clichés de ce qu'on peut appeler un film d'auteur. C'est ça qui est horrible. J'ai pas l'impression qu'il a envie de dire quelque chose avec ce film. J'ai pas l'impression qu'il aime aussi ses personnages. J'ai pas l'impression. Aimer ses personnages, ça veut pas leur dire qu'ils vont avoir de l'empathie. Aimer un personnage, c'est lui laisser la possibilité de s'emparer du récit. Et j'ai pas cette impression-là de la part de Carax. C'est un film qui aurait pu être réalisé par quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre aurait essuyé un refus plein de la critique et je trouve ça dommage parce que là, pour le coup, on peut l'attaquer en utilisant des choses qu'on a utilisées autrefois de manière très injuste pour ses précédents films. On disait que c'était quelqu'un de nombriliste, on disait que c'était quelqu'un qui ne disait rien. Au contraire, c'était très très beau ce qu'il disait, c'était très beau la manière qu'il avait regardé le monde, sa générosité envers son côté enfant, les romans d'aventure qu'il lisait, tout ça. Ça donnait aussi une idée d'une jeunesse qui était complètement perdue, déstabilisée. Les années 80, il y a le sida. Enfin, il y a quelque chose de très important. Et puis il y a aussi, est-ce qu'on peut encore être sauvé par l'art en général et le cinéma en particulier? Celui-ci, et déjà je l'avais un petit peu entreaperçu avec Holly Motors, mais j'ai l'impression que c'est un cinéaste qui n'a plus vraiment foi envers peut-être le cinéma. Et ça pour moi, ça pardonne pas, surtout de la part de quelqu'un qui l'a toujours dit. Donc c'est un film dont je suis très perplexe, qui tourne autour de lui-même, qui se regarde faire, et qui à aucun moment, je pense, a besoin de moi pour avancer. Je suis particulièrement dur envers ce film parce que je le hais autant que j'ai pu aimer les autres films de Carax. Et je sais pas du tout. Donc je sais pas où est-ce qu'il veut aller, je sais pas où est-ce qu'il va aller. J'en ai pas la moindre idée. Et pire que ça, pour la première fois de ma vie avec un Carax, je me fiche de savoir ce qu'il va devenir. Parce que c'est très dur, hein, c'est une forme de trahison, je le ressens comme ça, mais je n'ai pas à aucun moment dans ce film vu une petite porte qui me permettrait de rentrer et de comprendre un peu où je suis, d'où je viens aussi par rapport à ce cinéma, par rapport à cette vision. C'est un film embouteillage, quoi. Voilà, c'est un film qui est dans un embouteillage et qui a du mal à s'en sortir. Et... je sais pas, Valérian ou pas, ou j'en sais rien. Alors, je suis désolé, des fois je note des trucs à côté parce que vous faites des longues tirades. Ça devrait s'appeler monologue et pas parole, honnêtement. Tu dis, Samir, que Carax n'a plus de foi envers le cinéma. Moi, j'ai cette impression, en vous écoutant tous les deux, qu'il a plutôt plus de foi envers le monde et il l'enferme dans un monde de cinéma. La scène qui m'évoque un peu cette idée, c'est la scène de la tempête, où on a ces deux qui sont en train de faire une valse, et derrière, nous n'avons pas une tempête en effet spécial, on n'a pas une tempête en profondeur de champ, on a une tempête en écran LED qui entoure en fait la scène, et c'est ça qui me donne l'impression que le monde ne l'intéresse plus, mais que le cinéma fait cœur en fait avec son récit. Une autre scène aussi qui est peut-être la scène qui m'a le plus... créer d'émotions en termes musicaux, parce que le reste, pour moi, me semblait très... enfin, je reviendrai sur une notion musicale après, enfin, très, très étrange et un peu désagréable. C'est la scène, justement, opératique où on a le personnage de Anne qui chante et qui tout d'un coup va découvrir en fait un autre décor derrière elle dans la scène d'opéra qui est une espèce de décor de forêt, et va rentrer dedans en chantant et après revenir dans la scène de théâtre. Ça, c'est vraiment un moment qui m'a beaucoup plu. C'est un moment où tout d'un coup, on a une ouverture vers un moment de rêverie. Après, on rentre à nouveau dans le réel. Mais c'est encore une fois, c'est ouvert, parce qu'on parlait voilà, de films fermés, de films ouverts. Je trouve Holly Motors, c'est un film extrêmement fermé. Et je pense que ce film-là m'a davantage intéressé, m'a davantage plu. Je pensais vraiment qu'il n'allait pas vraiment me plaire, mais ça m'a surpris, c'est que le film, comme tu as dit, Jules, a une ouverture, a une ampleur. Hein. Tu parlais de fresque, moi je dirais plus en termes spatial, que tout d'un coup, j'ai l'impression de respirer.
On a beaucoup plus de plans en extérieur que ce que j'ai pu voir ou entreapercevoir sur les films dont je n'ai vu que des extraits. Avec celui-ci, j'ai vraiment l'impression qu'on brasse quelque chose de beaucoup plus large, vraiment de plus ample. Je veux dire, pour autant que je me souvienne, le plan séquence dans les Motors avec Denis Lavant qui fait de l'accordéon, c'est en intérieur. Là, tout d'un coup, on commence avec une ouverture en extérieur où ils vont dans la rue. Là, tout d'un coup, il y a vraiment de l'espace. Et cet espace, en fait, qui, je trouve, faisait défaut au film précédent, là, je le ressentais. Et pour moi, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin parce que le film, en général, l'image de la musique, tu parlais de mélange, Jules. Ben moi, je dirais que c'est un mélange dissonant. Un petit peu comme si à chaque fois il essayait de trouver la variation juste, comme le début du film où on voit tu sais, les instruments de musique qui s'accordent, qui se branchent et tout d'un coup du sombre on arrive au lumineux pendant que des moments de flash, tu vois. Eh bien, j'ai l'impression que des fois le film essaye de trouver le bon ton, des fois il ne le trouve pas du tout et ça donne des choses très très étranges. Le fameux, la scène d'amour qui est enfin, c'est aussi troublant que la scène de sexe dans Midsommar. Tu te dis, ouf, enfin, qu'est-ce qu'il veut nous créer là? En fait, pour moi, c'est dissonant, complètement. Cette idée que les musiques se répètent, en fait, les refrains se répètent au point que tu te dis, mais ils ont rien, il n'y a pas d'autre parole que cette musique. Enfin, mais ça, c'est quelque chose. Pardon de t'interrompre, ça, c'est un truc qui est connu. Enfin, c'est lié à la comédie musicale. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis 30-40 ans, donc c'est pas si gênant que ça. Mais la scène de sexe dont tu parles, elle est assez grotesque quand même. C'est pas possible. Ouais, non, mais en même temps, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai aimé dans le film. Parce qu'il y a ce côté où, en fait, on commence, voilà, comme tu le dis. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Valérien. Est-ce que, Jules, tu as aimé cette idée, en tout cas mon impression, que le film continue à se chercher dans son univers. Complètement. C'est un film qui, en fait, le thème du film serait presque l'imperfection. En gros, à l'image du travail que fait Carax dans ce film-là, où en fait chacune des prises de son est faite directement sur le plateau. En fait, il n'y a aucun playback lorsqu'il enregistre la musique. Donc chacune des scènes en fait se fait directement sur le décor et il invite Adam Driver et Marion Cotillard à chanter, mais non pas de manière juste, mais comme si c'était un dialogue. Il le dit lui-même, c'est ce que disent aussi les Sparks en interview. Et je trouve que vraiment le film il a cette image-là en fait, c'est que la comédie musicale, c'est un genre qui a des codes, mais qui est extrêmement codifié. Ça, on le voit au début du film. En fait, Carax, il essaye de nous amener dans ce monde. Et c'est ce que j'ai aimé dans ton argumentaire, Valérian, c'est qu'on n'est pas sur un référentiel du monde, comme tu le dis, mais sur un référentiel de cinéma. Donc, on est dans la ville de la comédie musicale. On est à Los Angeles. Hop, on pense, par exemple, dernièrement à La La Land, qui est un film qui rend vraiment hommage au genre. Donc, on est dans cette ville-là. On commence la comédie musicale. Et justement, la comédie musicale, c'est une exacerbation des sentiments. Les personnages se dévoilent. À travers les musiques, ils dévoilent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et donc, Carax, il commence à nous amener dans ce monde de comédie musicale. Mais comme tu le dis, on est dans un monde de comédie musicale dissonant. Et donc, on a c'est comme tu le dis, cette ouverture, ce début avec So May We Start dans les rues de Los Angeles, où on est un peu proche du réel, mais en même temps, on est complètement dans le monde de cinéma avec la mise en place de tous les acteurs, avec l'habillage, la coiffure, le réalisateur qui est là pour donner les instructions, les Sparks qui créent la musique aussi, donc tous les éléments de la mise en image et en son sont présents, et donc il y a quand même, à la fois on est dans le réel et en même temps il y a quand même quelque chose d'extrêmement artificiel. Et je crois que tout le film va être artificiel, mais pas dans un sens où il a envie de repousser le spectateur, où il a envie de repousser le monde, mais parce que ce dont il parle, c'est aussi en fait une forme, c'est l'artificialité, c'est en gros la véracité des émotions et de notre regard, parce qu'en fait il va avoir la musique absolue de comédie musicale qui est celle de l'amour en fait, enfin comment dire, du dévoilement des sentiments amoureux, où les personnages se disent face à face qu'ils s'aiment,
ou en montage alterné, mais peu importe. Dans la comédie musicale, c'est le moment où il se dévoile et à partir de là, on sait que les personnages savent entre eux qu'ils s'aiment. Et donc, on a cette musique We Love Each Other So Much, qui est en fait une scène qui commence par un plan où il va citer, on va dire, tout un pan de cinéma de fantasy, et notamment le Nosferatu de Murnau, qui est, je pense, un film qui est très important pour Carax dans ce film-là, ou aussi La Nuit du Chasseur. C'est deux films où le fantastique ont une emprise absolue sur le récit, et dans ce film-là, ça revient où on va commencer sur les mains d'Adam Driver, qui est comme ça, et qui est prêt quasiment à étrangler Marion Cotillard. Et c'est vraiment ça, alors qu'ils s'avouent leur amour avec cette chanson We Love Each Other So Much, on ne peut pas être moins subtil. Eh bien, en fait, c'est comme si c'était un couple qui, en s'avouant leur amour, le faisait comme s'ils voulaient que ça se passe bien, mais en fait, ça ne pourra jamais bien se passer. Et je trouvais que c'était ça, en fait. C'est que c'était un film sur les images qu'on se donne, notamment... on pense à leur statut parce qu'ils sont extrêmement célèbres, et c'est cette célébrité aussi qui va les pousser à avoir une certaine frustration. Mais donc, c'est à travers cette image-là, cette artificialité, en fait, que tout va pourrir, en fait. Tout va être contaminé. On ne peut s'avouer l'amour, parce que l'amour, en fait, de base, il est déjà mortifère. Et c'est ce qui m'a plu dans ce film-là, c'est que vraiment, on allait filmer l'imperfection, et qu'en fait, on pouvait se détacher de l'imperfection de l'être humain. Je sais pas comment toi tu le vis, Samir, mais en fait les défauts que toi tu mets en avant, notamment le regard sur le monde, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, notamment à travers une scène qui est très déroutante. Je pense à la séquence de Six Women Have Come Forward. C'est celle dans la voiture où Marion Cotillard s'endort et elle voit les accusations d'harcèlement sexuel et d'abus sexuels. Et je trouvais que c'était exactement ça, en fait, le film. C'est que à chaque fois il y a le réel, c'est un cauchemar. Et il n'y a que dans le cinéma, il n'y a que le cinéma qui peut nous sauver. Et justement, il y a ce dialogue lorsque Marion Cotillard et Adam Driver se retrouvent juste avant le We Love Each Other So Much, lorsqu'ils se font prendre en photo. Où il dit, Marion Cotillard lui demande, alors ça s'est bien passé ton spectacle, et lui il dit ouais, je les ai tous assassinés, et elle dit moi je les ai tous sauvés. Pour moi c'est dans ces moments-là qu'il y a une vraie croyance aux histoires et à la puissance de la transmission, comme tu le disais, mais à travers l'art. Donc c'est un film qui m'a beaucoup touché à ce niveau-là. Mais dans ce cas-là, il faut être conscient de l'artificialité, en fait, de la direction dans laquelle il va, et quand même l'accepter, sinon c'est le film. Ah oui. Mais je trouve même, tu vois, dès la séquence de départ, en fait, ça donne le ton, et tu sais où va le film, mais tu sais ou non si tu vas aimer. Ça, au moins, tu vois, c'est honnête. Plutôt que la chose se dévoile tu vois, au bout de 30 minutes, et tu dis ouf. Non, je trouve dès le départ, pour moi, c'est assez clair où on va, ne serait-ce que justement cette façon de commencer avec c'est justement, encore une fois, moi, ça m'a beaucoup choqué, ces instruments qui s'accordent et avec la lumière qui varie. Moi, ça m'a beaucoup. Je me suis dit, ok, on va dans cette direction-là. Bon, je le voyais un peu en bande-annonce que ça allait être un peu foufou, mais toi, je trouve que c'était honnête. C'est un contrat honnête de départ. Ouais, c'est ça. Eh ben, c'est marrant parce que on va pas pouvoir malheureusement rester trop longtemps sur ça, mais c'est un plaisir de vous écouter et ça stimule. Mais la séquence d'ouverture, je la trouve génialissime. Génialissime. En plus de cela, ça se passe donc dans un studio, et puis ils sortent effectivement très, très bien vu Valérian là-dessus, et je vois même les Sparks, dire à Adam Driver et Marion, allez-y, c'est à vous. Donc on met en avant les acteurs, et eux ils sont en retrait, et puis tu as Carax qui les suit avec une jeune fille qui est sa fille. Et ça, tout ça c'est très très beau et tout, et je me dis tiens, ça va être aéré. C'est-à-dire que tous les soi-disant personnages que l'on connaît dans ce genre de cinéma, ça va être dynamité. Et puis, on va essayer de voir jusqu'où Carax va nous emmener. Moi, je connais très bien la comédie musicale dans le sens où c'est un genre cinématographique qui m'a accompagné depuis que je suis enfant. Et donc,
ce sont des films extrêmement compliqués, complexes, durs, extrêmement violents aussi. Et avec le temps, Hollywood nous a montré pour chaque période différentes manières de questionner le sexe, le viol, mais aussi les choses. C'est très, très, tout est douloureux. Et je vois puis ça, tout cela, la comédie musicale a besoin d'artificialité pour pouvoir mieux cadenasser le réel. Ça, je le vois très bien. Mais quand ça fait partie d'un élément de mise en scène, c'est quelque chose qui ne me déroute pas. Au contraire, c'est quelque chose qui m'intrigue. Je ne trouve pas que chez Carax, plutôt, dans ce film, qui sont des films de blocs séquentiels, enfin, c'est des gros blocs de narrative, comme dans Holy Motors, et moins dans ses précédents, ce qui est pas grave. C'est bien de voir aussi qu'il y a une évolution. Mais je n'arrive pas à être ému, voilà, tout simplement, à être ému par cette artificialité, et je la vois en fait. Par exemple, quand tu as, on va dire, quelque chose qui n'a strictement rien à voir, peut-être Un Américain à Paris, quand il y a la grosse séquence surréaliste d'Un Américain à Paris, où tu vois Gene Kelly qui se perd dans les tableaux du 19e siècle, de ces grandes peintures du 19e siècle, tu vois que c'est un décor en carton-pâte, mais à un moment, le décor, tu ne le vois plus, parce que ça fait partie de la mise en scène. Je vois en fait tous les travers dans chaque séquence de chez Carax. Et pour moi, ça n'est pas une forme de vouloir approcher la vérité. Je trouve que... Ah oui, mais oui, mais je la vois trop. La séquence de sexe, je la trouve tellement poussive qu'elle me fait rire. Et alors que... Ah, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Certes, mais moi, ça ne me donne pas l'envie de continuer. Parce que, en fait, je trouve pas que Carax, sur ce coup-là, je trouve pas qu'il soit enfermé dans le cinéma. Je trouve que c'est quelqu'un qui a toujours été très ancré dans le réel, mais le cinéma et le réel, pour lui, ça fait un. Ouais. Mais je trouve extrêmement poussif ces choses-là, et je vois toutes les artifices, je les vois. Et surtout, je ne ressors pas ému par cette grandiloquence. En fait, je trouve que c'est une forme de grand esbrouf. Et moi, ça me perturbe beaucoup plus que ça m'intrigue. Mais j'entends ce que vous dites, j'écoute plutôt ce que vous dites, et c'est effectivement, c'est assez passionnant. Il faudrait encore une fois de plus le revoir, j'imagine. Mais tu vois, c'est dans tous les cas, peu importe là où se termine notre subjectivité. Je crois que le film, quand même, il déchaîne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, genre, il te laisse pas du tout indifférent, en fait. Mais parce que c'est un Carax. Mais parce que pour moi, c'est un Carax. Combien de films sont comme ça? Je veux dire, combien de films tu vois dans ta vie comme ça où tu peux te dire ce film ne me laisse pas indifférent? Moi, c'est pas tous les jours que je vois des films qui me laissent pas indifférent. Je n'ai pas le même sentiment. Pour moi, je vais l'oublier très vite, ce film-là. Ah ouais? Oui. Tu vois, par exemple, Les Amants du Pont-Neuf est un film qui continue encore de me hanter, et je lui trouve parfois des choses qui sont un peu particulières, enfin, pour lesquelles j'ai peut-être pas forcément c'est un peu compliqué, mais c'est un film qui ne me laisse pas indifférent, Les Amants du Pont-Neuf. Ça, par contre, pour le coup, on peut y aller. Mais celui-ci, non. Celui-ci, pas du tout. Bon. On a 2 autres films. Désolé. Peut-être que vous avez envie de rajouter quelque chose. Ça, par contre, vous pouvez. Ça, il n'y a pas de souci. Valérian, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Je pense que, comme toi, il est fort probable que je l'oublie rapidement. Désolé, Jules. Non, tu sais quoi, je pensais que je serais seul. Non, mais moi, là, j'ai plutôt dit des choses positives sur le film, mais tu vois, dans l'absolu, je pense pas que... Peut-être la scène de l'opéra que j'avais évoquée avec la forêt, ça, c'est un truc qui m'a marqué, mais c'est le reste dans l'ensemble, je pense que je l'oublierai. Mais en tout cas, sur par rapport à Holy Motors, j'ai beaucoup plus apprécié. Ça, c'est clair. Il y a quand même une très belle scène dans ce film. Faut pas non plus aussi... Qu'est-ce qu'il va nous dire encore? Le générique de fin, quand il y a... Oui, attends, mais ça aussi, c'est beau. Je trouve ça beau, oui, ça aussi, je trouve ça très beau. Et non, c'est la séquence avec Simone Helberg, qui est incroyable dans ce film. Le travail circulaire, là. Oh mais et là, je me dis... T'as Carax qui regarde amoureusement ce personnage, et cet acteur aussi. Mais moi, je crois qu'il aime les acteurs.
Ah oui, oui. Franchement. Il ne peut pas ne pas. Il C'est a- impossible. Impossible de ne Non, pas mais aimer les en acteurs. plus, quand tu as des acteurs comme ça, qui se Ah donnent oui, 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 oui. un milliard, mais tu vois, Adam Driver, il est Il est complètement génialissime. Il est extraordinaire. incroyable. Il est Extraordinaire. incroyable. Et Incroyable. tu regardes ça et tu te dis, mais tu as le plus grand acteur de ta génération, en fait, qui est en face de toi. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Oui, alors tu sais, marrant que tu dis ça parce Mm. que quand je l'ai regardé dans cette salle de cinéma où j'étais tout Mm. seul, il faut quand même que je Mm. précise ça parce que c'est triste, Ouais. mais je me disais, alors que je l'avais beaucoup aimé dans sa retenue très modeste, bon, retenue modeste, c'est la même chose, dans Mm. Patterson de Jarmusch, Ah qui est oui. un chef-d'œuvre, ce film incroyable. Ouais, c'est un Et, très bon film. et là, je redécouvrais cet acteur que je ne connaissais pas vraiment finalement. Et grâce à Carax, j'ai vu un acteur. Enfin, je me suis aperçu que je l'avais pas très bien vu autrefois. Même Cotillard se débrouille pas mal. Il a Carax a Ah une ouais, manière de la franchement. filmer qui est assez incroyable. Mm. Mais cette séquence avec Simon Helberg et oui, effectivement, ce travelling circulaire et c'est un moment incroyable là pour le coup de lyrisme, d'opéra, il y a quelque chose comme ça qui s'élève. Voilà. Là, pour le Mais, cinéma, à ce moment-là, s'élève et devient juste fondamental. ouais, mais comme la séquence, moi, que j'adore en moto, lorsqu'il va vers le spectacle qui va déclencher toutes ses frustrations, et où tu vois voilà, en surimpression les séquences opératiques. Enfin, on voit Marion Cotillard mourir à l'opéra. Je trouvais que c'était très beau aussi. C'est une belle idée de cinéma. Et bah, tu coupes le son, c'est du muet, Ouais. Mais c'est ça. tu as Et c'est là l'impression de Carax voir il un revient film. à du Jean Vigo, à du Cocteau. Enfin, c'est. Exactement. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Tu dis Jean Vigo et c'est très important. À la fin Mm. du mois, il va y avoir une rétrospective des films, de tous les films de Jean Vigo. Il n'y en a pas beaucoup malheureusement. On peut voir tout Jean Vigo en quelques heures et ça sera, c'est distribué par Malavida et donc ça sera dans quelques cinémas, je crois, à Paris. Mais ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Deuxième film. Là aussi, ça envoie du lourd. C'est Dune donc de Denis Villeneuve. Adapté du bouquin de Qui vous savez, et Frank Herbert. Et donc, ce film est sorti le 15 septembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, c'est tout récent. Et ça, on a eu cette impression qu'il n'y avait que ce film-là qui existait dans l'année 2021, dans la semaine, alors qu'il y avait d'autres choses aussi à côté. Et nous, on s'est dit quand même qu'il fallait aussi en parler. Pourquoi pas? Et on l'a vu. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Donc de ce film et non pas on va essayer si c'est possible, je n'ai pas à vous dire je n'ai pas à dicter orienter vos arguments, si on peut ne pas en parler, ça serait bien peut-être pour voir que ce film a aussi la possibilité d'exister sans Lynch, tu vois. Je sais pas si tu as vu qu'il y a un poster derrière moi. C'est Blue Velvet. Ah oui, c'est vrai. C'est raté. Ouais. Bon, écoute, fais ce que tu veux. Hein. Moi, je peux pas trop en parler de Lynch, promis. Mais un tout petit peu. Je suis obligé un tout petit peu. Non, mais c'est une boutade parce que je vois qu'on ne fait que ça et c'est dommage pour. Et je sais que je suis pas été très sensible au film de Denis Villeneuve, mais je trouve ça dommage de toujours le comparer à Lynch. Enfin, je trouve ça dommage. Oui. Non, mais en fait, c'est pas par. Enfin. Si, c'est une comparaison, mais franchement, moi, je partais. Alors, je suis pas très sensible au cinéma de Denis Villeneuve. Moi, je trouve que c'est un cinéma un peu trop clinique. Je me sens un peu à l'écart toujours. Même si j'ai plutôt accroché à son Blade Runner 2049, parce que peut-être qu'en filmant des androïdes, c'était un cinéma qui lui était plus proche, parce que c'est un cinéma assez. Comment dire ? À l'image de ce nouveau Dune, c'est un cinéma qui est fait en aplat. J'ai l'impression que c'est un cinéma qui n'a pas de relief. Pas de volume, mais qui est texturé, quoi. Voilà, exactement. Et ça m'a d'autant plus frappé lorsque j'ai vu le choix du directeur de la photographie, qui est Greg Fraser. Donc c'était celui qui avait fait entre autres Rogue One, A Star Wars Story. Et c'était un film qui avait déjà, pour moi, en tout cas, si ce n'est pas un problème, cette intention, ce parti pris. Et moi, c'est ce que je note véritablement par rapport à ce Dune, c'est qu'en fait, on est face à un film qui est bien fait, face à un film qui a des comédiens talentueux, qui a des partis pris, notamment au niveau de l'architecture, des costumes, voilà, où il s'inspire de l'architecture brutaliste. Ça, c'est évident. Et on voit qu'il arrive bien à retranscrire le caractère médiéval un peu de l'histoire. Donc sur ça...
c'est bien. Et dans tous les cas, ce qu'on peut dire de ce film-là, je trouve que c'est un film qui ressort dans le paysage hollywoodien actuel, bon, qui est extrêmement pauvre, mais qui quand même est un petit peu au-dessus. C'est toujours mieux que Marvel ou DC Comics. Mais en même temps, j'ai trouvé, voilà, comme je le disais avec ce choix de directeur de la photographie, qu'en fait, c'était des films qui restaient complètement en surface. On n'a aucun développement, on a des thématiques, mais de partout, ça sointe tellement qu'il y a de choses qui sont balancées aux spectateurs, mais en fait, on n'exploite aucune d'entre elles. La religion, on peut exploiter, le concept de la voix, qui est hyper important, pour ça que je suis obligé de parler un petit peu de Lynch, mais qui est hyper important dans l'univers de Dune, en fait, qui lui donne aussi son originalité. C'est que c'est le personnage de Paul Atreides, en fait, il a comment dire, un développement spirituel, émotionnel, enfin tout ce que tu veux, qui se fait aussi à travers un apprentissage. Et cet apprentissage, moi, je n'y crois pas du tout. Il est complètement artificiel, notamment le traitement, voilà, de cette voix qui est en fait juste un élément qui revient 2 ou 3 fois qui est juste un super pouvoir en fait, mais qui n'est pas un développement de personnage. Et voilà, oui, cette photographie qui utilise tantôt la brume, tantôt les grains de sable pour créer en fait un flou entre le film et le spectateur. On rentre jamais dans l'histoire en fait, on est toujours en retrait. Et je crois que ça se lit en fait dans cette photographie. Et moi, ça m'a beaucoup dérangé. Alors, il y a des choses que j'ai trouvées très intéressantes, mais en fait, le problème, c'est que le film ne se pose jamais. Et on n'a jamais de temps pour s'imprégner des séquences, pour s'imprégner de la mise en scène, parce qu'on sent que Denis Villeneuve, il a des idées quand même. C'est pas le dernier des tâcherons, c'est un cinéaste quand même. Il a son univers. Et par exemple, moi, il y a une scène qui m'a un petit peu titillé, où je me suis dit, oh, il se passe quelque chose. C'était la scène de la sanctification là, des Harkonnen. Lorsque tu vois qu'ils ont fait une sorte de génocide et qu'il y a une mare de sang qui va dans une sorte de bassin, et dans ce bassin on récupère le sang. C'est les Sardaukar. C'est sur la planète prison des Sardaukar. Oui, les Sardaukar, pardon. Excuse-moi, j'ai confondu les noms. Et ça, et là tu as quand même voilà l'aspect religieux de ce dont parle Paul Atreides dans sa quête. C'est-à-dire d'un combat religieux, d'une guerre sainte. Et c'est un peu le djihad. C'est le djihad, voilà. C'est le djihad. Oui, et voilà, d'ailleurs, c'est quelque chose. Et ça aussi, on en parlera après de cette notion de djihad qui a été escamotée, bizarrement d'ailleurs, je trouve. Dommage. Mais je te laisse terminer, excuse-moi. Mais voilà, on a cette scène-là où on se dit, il se passe quelque chose. Il y a un moment de cinéma qui est en train de se créer, où il y a un univers, où on comprend des choses que par la mise en scène, où on n'a pas cette voix off complètement écrasante, complètement explicative. Moi, ça m'a complètement saoulé de voir un film qui essaye de m'expliquer. Parce qu'il faut quand même se le dire, en fait, le film, il explique son processus de manière anti-cinématographique quasiment. C'est à chaque fois le personnage qui se retrouve dans des séances holographiques. En gros, il regarde un écran. Donc le personnage, il regarde un film à l'intérieur du film qui lui apprend alors comment ça se passe sur Arrakis. Il se justifie d'exister. Il te demande, laisse-moi te convaincre que j'ai le droit d'exister. Ouais. Mais tu es déjà là, tu n'as pas besoin de me convaincre, tu es là déjà. Et moi, je n'ai pas trouvé une quelconque forme de complexité aux enjeux du film. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose qui pourrait véritablement exister par la seule puissance de la mise en scène. Et là, en fait, juste pour expliquer le conflit politique et la manigance qu'il y a entre l'Empire, les Atreides, les Harkonnen et voilà. On a en gros 25 minutes de voix off, mais qui en fait ne cherche pas à développer le personnage, à l'inverse de la version de Lynch, qui, alors évidemment, elle est complètement fouillie, elle est aussi ratée, mais moi, ce que j'aime dans la version de Lynch, c'est que la voix off, elle cherche à travailler non pas l'explication du récit, même si à certains moments elle y tombe dedans, mais majoritairement elle cherche à développer le personnage, et donc ce concept de voix qui est propre à cet univers-là, qui en fait aussi sa particularité, son originalité. Et même si le film est raté, il y a ce travail qui est fait et qui offre déjà une voix off originale, ce qui est rarement le cas. C'est très dur la voix off, Il y a peu de cinéastes qui peuvent se targuer d'utiliser la voix off à bon escient.
Et donc, on a voilà, un véritable trajet de conscience du personnage malgré la béquille narrative qu'a le film, enfin, ou même les béquilles qu'ont le film de Lynch. Donc, ouais, en fait, j'ai trouvé ça un peu générique, dans le sens où je regardais, et voilà, ça se laisse regarder. Il y a un savoir-faire, mais je suis resté complètement sur le côté et ça m'a un peu déçu. Je m'attendais, enfin, non, j'avais pas vraiment d'attente, mais je me disais, ça va faire du bien d'avoir un blockbuster un peu d'auteur. Qu'est-ce que tu en penses, Valérian? Voilà, d'auteur, d'auteur, je dirais, enfin, c'est une notion que Villeneuve disait lui-même qui est assez galvaudée, qui est un petit peu malmenée dans tous les sens, mais il aime bien justement parler plutôt de films personnels. C'est vrai que c'est assez sidérant de voir les collaborateurs extrêmement bons dans ce qu'ils font se réunir autour de ce projet-là. Pour vraiment être guidé par les choix d'un homme et en tout cas de ce qu'on peut entendre en interview, plus les choix d'un homme que les choix d'un studio, en fait, d'avoir une liberté assez monumentale au point de même recréer des défauts techniques qu'il avait connus dans son enfance vis-à-vis de l'image, puisqu'il parlait justement que l'image du désert pas du tout carte postale, venait en fait des westerns qu'il avait vus en télécinéma. Et de vouloir recréer ce qui est d'abord un défaut technique en élan artistique, ça, il faut le faire passer la pilule auprès des studios de dire une chose pareille, en fait. Donc ça, c'est assez sidérant d'avoir une telle liberté, mais en ce qui me concerne, en fait, le film se barrait déjà en couille dès les 3 premières minutes pour ma part. Je veux dire, le choix d'avoir foutu une phrase énigmatique pour faire regarder, on fait du mystère avec les rêves sont les messages des profondeurs dans une voix dissonante qu'on ne sait même pas qui c'est qui parle. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui utilise la voix, on ne sait pas si ce sont les Sardaukar qui parlent, on ne sait pas. Il y a une voix comme ça qui nous apparaît sur fond noir et après tu as les logos de production. Et tu dis, là, le film commence très mal pour moi. J'ai à peine le temps de me dire, je commence à voir un film, tu as déjà un truc énigmatique et qui passe comme ça, comme un cut rapide. Et on sait pas, on a à peine le temps de comprendre en fait ce que ça veut dire. Voilà, on sent déjà que le propos essaye de s'effriter. Et l'introduction, pour moi, elle était catastrophique. C'est ces 3 premières minutes qui nous vendent déjà l'imagerie d'Arrakis, alors que une énorme partie du récit, c'est tout d'un coup faire monter la tension, l'attente de voir ces images de cette planète qui fascine les galaxies, de voir tout d'un coup les premières images de cette planète. Et en fait, on nous vend déjà l'esthétique, on nous vend les machines, on nous vend déjà un univers qu'on ne reverra que dans 30 minutes. Mais est-ce que le film est si effrayé de ne pas assez attirer le spectateur qu'il a besoin de nous vendre dès le départ des images d'Arrakis? Et en plus, tant qu'on y est, un personnage qu'on ne verra qu'à la fin nous fait la narration de ce prologue-là. Alors qu'il aurait été peut-être plus logique de faire comme dans le livre, ce que Lynch a fait de son côté, nous faire entendre la princesse, donc la fille de l'empereur, qui nous narre en fait ce qui se passe. Parce que dans le livre, c'est ça. Elle nous narre d'une façon un peu omnisciente parce qu'elle a accès à des données génériques, donc elle nous narre un contexte, ce qui est un petit peu voilà l'introduction facile du film de Lynch, mais qui est plus proche du livre que ce qu'on voit là. Et non, là, Villeneuve nous fait un choix de nous montrer les Fremen et de nous montrer Chani qu'on ne verra qu'au gré de quelques plans de pub Chanel et de ralenti à la fin du film. On est d'accord, on est tout à fait d'accord. Au choix, il y a nature, au choix. Le masque et la plume vous présente Valérian. Non, mais vraiment. Je crois que tu viens de recevoir un mail d'embauche. Voilà. De nous faire un parti pris politique, de nous placer pas au-dessus de tout, mais du côté des Fremen. Là où justement, tu crois, je suis désolé, il faut que je t'interrompe, ça se fait pas. Tu crois qu'il y a des partis pris politiques dans ce film? L'introduction, elle veut dire ce qu'elle veut dire. Tu vois, mais en plus, mais le film est génialement anticapitaliste.
Parce qu'il C'est nous facile montre vraiment, c'est facile il nous d'être montre la, anticapitaliste aujourd'hui. Tout le Ouais, monde mais est non, anticapitaliste. voilà, tout mais le monde. dans un film aussi monumental, de nous le montrer au point que, je veux dire, toutes les structures se ressemblent. C'est-à-dire que la mondialisation a mondialisé les cultures et les architectures de peuples qui sont séparés à des années-lumière. Les galaxies sont séparées, pourtant tous les bâtiments se ressemblent. Les costumes se ressemblent, les lumières se ressemblent, les méthodes de combat se ressemblent. Les Sardaukar ont les mêmes systèmes de boucliers que les Atreides. Ça, je trouve ça incompréhensible. Donc ça, c'est la mondialisation qui a fait qu'on partage sûrement les technologies. Tout ça, c'est peut-être le message que veut faire passer Villeneuve, hein, c'est que tout le monde se ressemble. Là où moi, j'aurais souhaité une véritable différence entre ces grandes maisons et ces peuples qui ne se sont côtoyés qu'à travers des voyages à travers l'espèce de Tenga géant. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc-là, cette espèce de gros tunnel. Encore une fois, un design complètement pété. Hein. En plus, il en joue même pas. Je dis, ce serait bien de voir tous ces vaisseaux comme ça, des Atreides qui passent dans le tunnel, et il y aurait des bruits et tout ça, et tout d'un coup, ils arrivent devant Arrakis. Non, pas du tout. C'est pas un space opéra pour le coup, parce qu'on n'est pas dans l'espace du tout. Je voyais les choses arriver. On est d'accord de toute façon que tu ne comprends. Enfin, moi, je n'ai même pas compris. Enfin, comment dire, ressenti, parce que c'est ça le mot. C'est un film qui est antisensoriel quasiment. Ce qui m'a beaucoup dérangé, justement dans une quête du héros, justement qui ressent avec une épice qui a des effets psycho. Ouais. Je sais plus le mot, j'ai oublié, qui te fait ressentir des choses, voilà, comme une sorte de drogue. Et cette drogue, tu ne la vois quasiment pas, donc tu comprends pas vraiment pourquoi tout le monde la veut, etc. Tu vois un plan où en gros tu comprends qu'elle est là. L'histoire de l'épice, c'est la seule chose qui permet le voyage interstellaire. En fait, tu vois même pas quelle est. Oui, tu vois même pas le voyage en fait. À quoi ça ressemble la guilde spatiale, tu te dis, hein, on les verra peut-être quand on va transitionner dans le tunnel, on les verra superviser le vaisseau. Un bref instant, on ne demande pas une scène entière, mais un ou deux plans où, tu vois, ça manque de plans qui nous narrent un peu l'univers. C'est très sec. Mais c'est une suite d'événements en fait, c'est un synopsis qui est en gros Denis Villeneuve, il lit le synopsis du film et nous on prend, mais sauf que non, moi, on veut du cinéma, on veut de l'énergie, je trouve que l'énergie aurait pu être répartie d'une façon plus équilibrée. Je ne demande pas à ce que les Harkonnen ont le même temps à l'écran que les Atreides, mais les Harkonnen, les images qu'on a de leur côté sont plus fascinantes que celles des Atreides et ils sont réduits à peau de chagrin. Je veux dire, Fade n'est même pas là, c'est quand même le neveu préféré de l'oncle, du baron. La perfidie, elle est à peine présentée à travers, on ne sait même pas pourquoi il a fait ça, une simili de Colonel Kurtz. Je comprends même pas pourquoi, où est la logique en fait d'utiliser ce personnage-là, parce qu'il est gros, pitié, c'est un peu faible hein, comme idée pour après en donner une interprétation et des reprises de gestes. Il y a des choix de montage qui font rusher les séquences. Et des fois, on prend son temps, mais largement au-delà d'autres aussi de débilité de personnage. Il me vient un exemple, je l'avais réécrit là pour ma critique hier. C'est Paul, il a juste parfaitement sa tenue de Fremen. Et quand il y a l'espèce de bourrasque titanesque du verre qui arrive sur l'espèce de moissonneuse, il se dit pas, je vais mettre le masque. Donc, il a l'instinct de Fremen pour utiliser son costume, mais par contre, il ne l'a pas pour mettre son masque pour se protéger des bourrasques. Bien sûr, parce que c'est l'acteur principal, il faut le voir en pleine face et pas avec la moitié cachée par un masque. Oh là là, non, sinon c'est pas correct. Donc pour moi, des fois, j'avais l'impression que le film venait me dire, attention, il y a un gros cast, il faut qu'on le voit, donc on rajoute une scène au début qui sert à rien d'ailleurs avec Jason Momoa, alors qu'on le verra 20 minutes après. Il y a plein de petites choses comme ça où on a un gros cast, donc il faut le montrer selon certaines conditions qui nuisent à la narration de certaines séquences. Donc ça aussi pour moi c'est un truc qui est assez énervant. Là c'est le blockbuster oblige, un cast qu'on doit montrer, la Zendaya qu'on doit montrer plus de fois que juste 20 minutes à la fin, voilà, des choses comme ça qui viennent un peu donner des points de force au film et ils se sont étirés en fait. Je t'en prie, Jules, vas-y. Non, mais je veux dire, même on ne ressent aucunement les environnements. En fait, le film, il n'a pas d'existence. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est un film numérique. C'est un film dont les environnements n'ont aucune importance.
les personnages, en fait, peu importe les lieux dans lesquels ils sont, ils ne sont pas en train de le vivre. En fait, on n'est pas dans l'expérience dans l'expérience du moment. C'est ça, en fait, on est vraiment pas dans l'expérience. Tu vois, par exemple, le passage de la planète, on va dire, bucolique, rurale, Caladan, je crois qu'elle s'appelle. Ouais, c'est ça, Caladan. Et quand il passe sur Arrakis, donc les mecs sont habitués à l'Écosse, ils passent au Maroc, et il n'y a aucun changement, en fait, sur eux. Et en plus, vu comment la planète est filmée de manière aussi terne, avec une photographie aussi peu, on va dire, chaude, en fait, les personnages, ils ne sont même pas en train de vivre. On ne ressent même pas, en fait, le changement. Ils devraient suer comme des porcs. Ben oui, voilà. Avec les cheveux dégueulasses. En mode, oh putain, ben oui. Non, mais il y a un dialogue où ils disent faut fermer la porte parce qu'il fait trop chaud. Mais par contre, il sort en t-shirt et il va arroser les palmiers. Non, alors, là, je vais être extrêmement provocateur. Ouais. Et moi, ça m'emmerde beaucoup de vous entendre parler de ce genre de détails, parce que ça veut dire vraiment que vous n'avez rien à dire sur le film tellement qu'il ne vous a pas, transcendé. Non, parce que ça raconte quelque chose du film. C'est ce que je veux dire. Ça raconte quelque chose des coulisses du film, alors. Non, mais même pas des coulisses du film. C'est pas parce que moi, je suis pas en mode c'est incohérent, il fait chaud, alors il devrait suer. C'est pas du tout dans ce sens-là que je le dis. Ça, on s'en tape, tu vois. Moi, ce que je veux dire par là, en fait, ça veut dire que c'est vraiment dans le trajet du personnage que je le dis. Mais le personnage, il change d'environnement. Dans la construction, dans la narration, donc, d'accord. Ouais, voilà, okay. C'est purement dans la narration. C'est pas du tout dans l'incohérence de avant il fait froid, maintenant il fait chaud, il transpire pas. Ça. Franchement, ça n'a aucune importance et j'ai rien à dire sur le film si je parle de ça, tu vois. Et franchement, il faut mieux que je me taise, tu vois, si j'ai que ça à dire. Mais ce que je veux dire par là, en fait, c'est que même dans ça, on ne sent pas le trajet de conscience du personnage. Parce que le fait que le personnage change d'environnement pourrait le faire aussi évoluer. Et je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Ah bah si, maintenant si. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu croire que... Ouais. Non, mais c'est pas du tout dans le truc de l'incohérence. Enfin, franchement, ça, Et ça m'a surpris venant de toi. Non, mais tu vois, moi, quand je vois l'ideuse figure de la vraisemblance, je lui tords le cou. C'est voilà. Je cite Hitchcock. Hein. J'aurais dû le dire avec la voix de Melville. Il te manque le Stetson, sinon c'est Melville. Ouais, Melville. Ouais, oui. Donc non, c'était vraiment dans la construction narrative du film et du personnage qui, en fait, n'a aucune évolution. Mais alors, moi, je suis vraiment complètement, extrêmement insensible à ce que me propose Villeneuve pendant plus de 2h30. Je n'ai pas lu les livres, déjà. Ouais. Je ne les ai pas lus. Bon. J'avais vu effectivement le film de Lynch, mais je me suis dit c'est un film de Villeneuve, donc on va y aller avec cette idée-là. Je trouve qu'il y a une continuité vraiment logique d'une dans sa filmographie, parce que si on s'intéresse un peu à ses tout premiers films qu'il avait réalisés comme Polytechnique ou Incendie ou un 32 août sur la Terre, tout ça, ça parle beaucoup comme ça de ce que c'est que le mal et comment le mal contamine aussi le quotidien de celles et ceux qui sont censés être les gentils, tu vois, dans une société. Et par exemple, on a un film qui parle vraiment de ça, c'est Prisoners, où à un moment, le personnage qui est censé être, parce que le cinéma hollywoodien nous l'a toujours montré ainsi, un personnage gentil, qui est contaminé par quelque chose de mal et qui finit, en fait, pour combattre le mal, d'être dans le mal aussi. Donc, il y a un côté très moralisateur de chez Villeneuve qui, moi, me déplaît pas forcément, parce que ça peut donner de très belles choses au cinéma. Hitchcock était moralisateur aussi, et ça peut donner des choses sur la forme assez passionnantes. Donc, de ce point de vue, je me suis dit, bon, ça, déjà, il y a quelque chose de très logique qui s'empare de Dune, parce que, bon, Dune, ça parle aussi un peu de ça. Mais là où ça m'a là où j'ai commencé à perdre pied, c'est que j'avais en face de moi un cinéaste étrange sensation d'avoir en face de moi un cinéaste qui se justifiait d'être cinéaste, qui se justifiait de s'attaquer à un monument littéraire qui est Dune, et aussi de se justifier de dire en gros ce qui a été raté chez Lynch, je vais faire en sorte qu'il ne le soit pas.
Ce qu'on lui a reproché à Lynch, je ne veux pas qu'on me le reproche pour cette version-là. Et quand tu vois le film, tu peux juste être happé par l'image qu'il renvoie. C'est un film c'est pas un film de plan pour moi, c'est un film d'images, de belles images. Et on ne garde que cela, que de belles images. Mais à partir du moment où on lui demande d'avoir une conscience, donc d'avoir une pensée, une réflexion, là, le film pour moi n'existe plus. N'existe vraiment plus. Donc c'est un film qui n'a pas de saveur. Contrairement, en plus, ce qui est très drôle parce que ça parle de cela aussi avec les épices. C'est lui qui n'a pas de saveur. Je ne retrouve pas du tout le style de Villeneuve. Je suis devant une série de tableaux, très beaux tableaux, incroyables, qui pourraient être des captures d'écran pour mon ordinateur. Mais, oui, voilà, c'est ça. Mais quand le film a cette possibilité d'ouvrir des résonances avec notre actualité, avec notre monde, le film ne veut pas. Le film recule. Par peur, je ne sais pas. Il y a quelque chose de très troublant. Normalement, une œuvre d'art doit avoir une résonance avec le monde. Ce film ne veut pas en avoir. C'est pas que ce film n'en a pas. Ce film ne veut pas en avoir. Ce film se garde d'avoir un regard, d'avoir un jugement aussi. C'est terrible. Alors que c'est un film qui parle de décolonisation, qui parle de djihad. Le djihad n'est pas un gros mot, contrairement à regardez sur Internet, vous trouverez que le djihad n'est pas un gros mot. C'est une guerre sainte intérieure, c'est pas une guerre sainte violente. Il y a de cela aussi. Mais le film a peur. C'est un film qui a peur d'endosser le costume de film. Parce qu'il y a certaines choses qui pourraient être, qui ont été, d'ailleurs, j'imagine très bien, à mon avis, disséquées, questionnées par Herbert, mais ce film ne veut pas. C'est un film qui est d'un consensus horrible. C'est un film qui ne veut pas réfléchir, et c'est un film qui veut juste ne pas créer de problème, et qui veut juste se faire voir. Et ça, c'est ça qui est gênant. Je trouve qu'il y a des moments où ça aurait pu prendre un virage incroyable, avec une résonance fascinante sur l'actu. Et Villeneuve, pour des raisons qui me dépassent, ne veut pas. Alors que dans ses présents films, il le fait. Il le fait bien même. Quand tu vois un film comme Polytechnique qui parle du massacre dans cette espèce de lycée ou de collège, enfin, ça a dit incendie. C'est quand même un film qui est adapté d'une pièce de théâtre où ça parle de terrorisme, et c'est très fort ce que le film en dit. Mais celui-ci, j'avais l'impression que je ne pense pas que ça doit être quelque chose qui l'a dépassé, parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a réussi à se réapproprier cette œuvre. Après, je ne l'ai pas lu. Je pense qu'il a réussi à se le réapproprier. Il en donne sa propre version, donc ça peut effectivement décontenancer certains lecteurs assidus à ce roman. Je peux le comprendre, mais en même temps, c'est l'auteur, il fait ce qu'il veut. Il le lit, il en fait ce qu'il veut. Et regardez Kubrick avec Shining, il en a fait ce qu'il voulait, et puis l'auteur n'était pas content, bon voilà. Et l'auteur a fait son propre film, et je trouve que la version de Kubrick est bien meilleure, ce qui est assez paradoxal. Mais c'est ça, moi, qui me gêne beaucoup avec Villeneuve. C'est que je ne peux même pas en parler du film parce que ce film ne veut à aucun moment endosser le costume d'un objet de réflexion. Et ça se voit, c'est terrible. J'ai mal pour ce film, j'ai mal pour Villeneuve, pour Dune. Je sais pas. En fait, il n'y a rien de pire, je crois, pour un film que d'être inoffensif. De toute façon. C'est un film qui est inoffensif. C'est un film qui veut être inoffensif. Oui, c'est ça. Oui, je ne suis qu'un simple divertissement. Après, moi, ça m'emmerde quand quelqu'un me dit c'est joli. Qu'est-ce que c'est joli? Ça veut dire quoi, c'est joli? Encore, Dieu merci. Hein. En plus, si le film n'était pas beau, bon. Il y a certains... Je me souviens des Idiots de Lars von Trier. C'est pas joli, mais c'est incroyable quand même, les plans. Les plans sont incroyables dans ce film. C'est ça, c'est un film qui est rempli d'images, mais pas de plans. Pour moi, c'est pas un objet de cinéma. C'est quelque chose qui, encore une fois de plus, fait attention à son image. Il n'y a pas pire que ça pour un film, je trouve. Il faut que le film se laisse un peu aller. Il faut qu'il se permette d'explorer des choses, quitte même peut-être à se casser la gueule, mais au moins ça lui donne un ADN, ça lui donne une aura, ça lui donne un style. Là, je pense que... je vais faire quelque chose que j'avais demandé de ne pas faire au départ, mais j'arrive à réévaluer la version de Lynch, qui par même si lui-même ne l'apprécie pas, mais qui par ses choix d'esthétisme, donnait quelque chose de très politique. Et
Et ça, c'est important quand même. Donc, je suis très, très, très surpris que Villeneuve, qui quand même a une sacrée histoire, ait pu faire cela. Et encore une fois de plus, j'essaie de ne pas parler du livre que je n'ai pas lu, donc j'essaie de voir ce que le film, de voir pourquoi Villeneuve utilise les mots, l'ambiance de Dune pour parler de ce monde. J'essaie de voir. Et je trouve que il y a un mur, il essaie même pas de le casser, tu sais. Il le contourne même pas, il recule. Ah non, il dessine dessus. Ah, il C'est dessine un dessus. joli mur texturé, tu vois. C'est encore mieux, il C'est dessine dessus. les murs d'Arakin, de la cité d'Arakin. Hein. Alors, oh là, il y a de très beaux murs, il y a de très belles mosaïques, hein, on a à peine le temps de comprendre ce qui se passe, et surtout, il n'y a rien. Enfin, tu parlais de brutalisme, c'est littéralement ça. Et sur toutes les planètes qu'on voit. Il n'y a pas tout d'un coup un truc qui détonne parce que c'est autre chose. Tout est aligné. Les couleurs sont alignées, l'architecture est alignée, les costumes sont alignés. Je veux dire, par exemple, il n'y a aucune différence en costume de combat entre les Atreides et les Sardaukar, à part la couleur. Les techniques de combat, vraiment cultiver l'exotisme de la différence, parce qu'on ne parle pas de peuples qui sont sur une même planète, mais des gens qui sont à des galaxies de distance. Et moi, ça m'enrage. Ça paraît un peu pragmatique, mes propos, mais moi, on parle souvent d'être transporté, tout ça, dans ce genre de film, mais moi, j'ai jamais l'impression d'être sur la même planète. J'avais l'impression, je ne voyageais pas, j'étais sur la même planète. Tu parlais de passer d'être en Écosse après d'aller au Maroc, c'est l'impression que ça m'a donné. D'où justement la nécessité, à mon sens, de donner un peu de temps sur les voyages spatiaux, pour qu'on en ressente, on ressente un voyage, qu'il y ait une distance qui a été effectuée, et pas qu'on soit instantanément arrivé d'un endroit à un autre. Là, en tant que monteur, en fait, moi, ça m'énerve d'avoir certaines scènes de transition absentes chez lui, mais présentes chez Lynch. Je trouve que Lynch s'est mieux démerdé. On va revenir sur un autre truc. Voilà. Encore une fois, c'est du pragmatisme, et c'est moi, en tant que monteur, que je trouve ça étrange. C'est l'idée de la voix. Chez Lynch, il fait une distinction entre la voix de la narratrice, de la princesse, qui narre plusieurs fois en fait des éléments dans le film, la narration directe, quand la personne parle à quelqu'un en face de lui, et une voix intérieure. Le film de Lynch prend le risque, parler de risque pris ou de pas pris, mais le film de Lynch prend le risque, comme les animés japonais aujourd'hui, de faire de l'introspection intérieure avec de la voix off. C'est pas quelque chose qu'on entend très souvent dans des films comme ça, à grand spectacle de ce style-là, là où justement on épouse quelque chose qui est, comment dire, plus une forme de narration plutôt littéraire. L'introspection en littérature, c'est quelque chose quand même qui est un peu au cœur de certaines œuvres. Là, chez Lynch, on a la chance en fait il a trouvé un équilibre, et pas seulement pour le personnage de Paul, hein, il le fait pour beaucoup de personnages dans son film, de faire tout d'un coup une voix off qui est ce que pense le personnage lui-même, et après ce qu'il va déclamer à la personne en face. Et on a cette espèce de double jeu, de double regard de ce qu'il se dit lui, les informations qu'il va donner à la personne en face. Et dans le film de Villeneuve, on arrive à certains moments à des choses très gênantes, parce qu'il ne veut pas prendre le risque, parce qu'il ne veut pas copier Lynch, de faire tout d'un coup cette force de la voix intérieure. La scène qui est le plus emblématique de cette idée, c'est la scène de la boîte. Il est incapable de faire dire quoi que ce soit à Paul intérieurement, parce qu'il se l'est refusé. Alors on fait dire ce que se dit Paul via le biais de la dame Jessica qui est à l'extérieur et qui narre ce que Paul doit ressentir. Dans un montage alterné et tout ça. Je suis allé réécouter un livre audio de Dune pour me réécouter la scène. Ce truc n'existe pas en fait. Il se bloque lui-même des possibilités de se rapprocher un peu plus du livre, justement en ne voulant pas prendre de risques. Ça, pour moi, c'est un exemple dans le montage et dans le choix de sound design, de voix,
qui est probant. Bon, on en restera là parce qu'il y a un troisième film. Je sais que ça va pas être long pour celui-ci, malheureusement ou heureusement, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que nos conversations donnent envie d'aller voir quand même Dune, ou peut-être même d'aller le revoir, et je vous y invite. Troisième film, c'est un film qui sort en DVD Blu-ray aujourd'hui, le 20 septembre, sorti, il faut le dire quand même, distribué par Seven, édité par Metropolitan. Ça s'appelle Démonique et c'est réalisé par Neil Blomkamp. C'est une suggestion de notre cher ami Valérian. Donc, je vais te laisser, Valérian, nous raconter l'histoire du film et commencer à en parler. Et nous, on verra si on continue, si on dit, on arrête. Je vous tendrai des perches. Démonique, c'est un film qui parle d'une jeune femme qui s'appelle Carly, qui va revoir sa mère, mais dans des circonstances très particulières, parce qu'elle est approchée par une société privée qui décide de la remettre en contact avec sa mère, avec qui elle avait coupé les ponts, parce qu'elle avait créé des embrouilles, elle avait créé, je crois, un incendie, elle avait été une sorte de tueuse en série. Et il décide qu'elle devait reprendre contact avec elle par le biais d'une sorte de simulation virtuelle. Mais au bout d'un certain moment, elle se rend compte que cette société privée, elle n'est pas juste là pour aider les parents à se raccrocher avec leurs enfants. Il s'agit d'une société privée sous mécénat du Vatican pour aller traquer les démons. Donc une sorte de simulation pour traquer les gens qui sont possédés. Donc là, le film de science-fiction rencontre le film de possession et de démons, ce qui est sur le papier quelque chose d'extrêmement stimulant, dans son croisement de catégories de films. Mais quand on voit le film, c'est assez calamiteux. Et moi, j'en suis vraiment très déçu de ce film-là, à croire que les années d'expérimentation que vous pouvez tous voir sur YouTube avec Haute Studio, avec vraiment des courts-métrages qui sont des fois des petites pépites, ne lui a rien appris, ne l'a pas affiné en fait sur sa mise en scène, qui était pourtant dans les films qu'on a pu voir comme District 9 ou même Chappie, étaient des films assez fins, je trouve, dans le travail de mise en scène, dans le travail des effets spéciaux, savoir quoi dire avec la caméra. Là, tout ce qui est dans le réel, ça l'emmerde. Et ce qui est dans la virtuelle, les peu de moments qu'on a, ce sont une prouesse technologique, surtout avec le budget qu'il avait, mais qui ne nous dit pas grand-chose, ne nous reflète pas les enjeux du réel. Et comme je l'avais dit justement, je parlais le Vatican qui utilise la technologie pour traquer les démons, c'est un truc, on voit des scènes, il y a un imaginaire tout d'un coup qui peut nous faire vibrer, nous faire rêver peut-être des choses, et le film n'exploite pas ce mélange détonnant. Et je crois que il y a aucune image en fait. Ah oui, et je crois que c'est ça qui est le plus frustrant. C'est un film qui est très frustrant au vu de la sève, de l'essence du projet. Des démons dans des simulations. Je veux dire, on imagine tout de suite, on imagine tout de suite des trucs, des images de Doom ou de jeux horrifiques. On aurait pu s'amuser justement avec l'image de cinématiques de jeux vidéo et tout ça. Et le film n'embrasse pas ça. Et on reste un peu sur le côté comme ça. Et c'est très énervant. Et moi, je pense que je voulais vous le présenter pour qu'on soit témoins ensemble d'une... comment je pourrais le formuler? Mais de quelqu'un qui est très talentueux et qui se laisse littéralement démolir par son apathie d'années où des projets lui ont échappé des mains, comme Robocop, comme Alien, et que le film de retour soit un film aussi faible. Pour quelqu'un qui a du talent, il en a. Vous voyez encore une fois les choses qu'il a mis en ligne sur YouTube, il y a des trucs, c'est du génie. Mais voir ça comme un projet comme ça qui a quand même pris du temps, je trouve ça sidérant et médiocre, mais ça me fait du mal de le dire en fait. Parce qu'il y avait d'autres personnes que je connais qui avaient vraiment envie de voir le film et la bande-annonce donnait envie.
leur donner envie, et en fait, ça a été la douche froide. Hein. C'est ce que disait aussi Alex de la fuite en vidéo. Hein. Je dis, mais putain, où on est qu'est-ce que c'est que ça c'est pas normal, en fait. Le film, il soulève vraiment un vrai problème dans sa création. Je veux dire, dans l'élan créatif de ce réalisateur. C'est ça, c'est exactement ça en fait. On en parlait un petit peu hors caméra. Je disais à Valérian que ce qui me peinait un peu dans ce film, c'est que j'avais l'impression de lire un projet qui n'avait pas encore été développé en images, enfin en plan, pardon. Et que plus il s'enfonçait dans le film, plus, comme tu disais judicieusement Valérian, on est mis vraiment à l'écart et on comprend pas trop. C'est un film qui finalement dit beaucoup de la douleur de fabriquer ce film-là. Un film qui n'avance pas du tout, je ne sais même pas s'il a vraiment démarré, et puis s'engouffre comme ça dans une myriade d'histoires sans queue, sans fond, et on sent qu'il est complètement dans ces espèces de vertige comme ça on voit ce qu'il veut dire, on voit ce qu'il veut raconter, mais je n'ai pas cette impression qu'il vraiment lui-même ait été a de l'empathie pour ce qu'il fait, pour ce qu'il filme. C'est la psychologie de bazar, certes, mais pour moi, ça n'est même pas un des rushs. Pour moi, c'est un projet qui a été avorté. Ça raconte l'histoire d'un projet qui a été avorté. C'est un film qui est un non-film, finalement, qui n'a pas grand-chose. Il y a des juxtapositions de séquences. On ne sent pas du tout la cohérence ou la transition. Il y a parfois même des répétitions au sein même du récit, alors qu'on se dit, mais ça a déjà été dit, ça a déjà été raconté. Alors que non, c'est encore plus explicatif. Donc ça finit par être démonstratif. Alors que dans District 9 ou Chappie, je pense que Blomkamp n'est pas un cinéaste démonstratif. Au contraire, c'est un cinéaste qui aime montrer, quitte même parfois à nous faire perdre la vue, mais c'est pas grave parce que ça nous déstabilise. Mais là, avec celui-ci, c'est un film ordinaire en fait. Et moi, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours essayé de faire en sorte d'emprunter des genres que nous connaissons, mais de les rendre extraordinaires. Là, il est vraiment dans l'ordinaire et c'est très, très dur d'aller jusqu'au bout. Hein. C'est très, très, très dur. Pour ma part, ça a été vraiment pour le coup, une souffrance d'aller jusqu'au bout. Je peux même pas être déçu. Je suis triste pour lui. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il en est. Et là, Jules va me dire, mais écoutez, vous n'avez absolument rien compris. C'est un chef-d'œuvre. Ben oui, c'est évident. Hein. C'est évident. Non. Mais je sais pas, moi je me dis que le mec il a 42 ans si je dis pas de bêtises. Ça fait peur. Hein. Oui, alors il faut expliquer pourquoi tu dis ça, parce que c'est vrai que ce que l'on voit, c'est vrai que oui, c'est. Vas-y, je te laisse développer ton argument. Bah, je sais pas, mais moi j'ai soit l'impression de voir un cinéaste qui a envie de se tirer une balle, ce qui pourrait être le cas, hein, vu l'état du film et de. Tirer une balle dans le pied. Pas une balle dans le. Je sais pas. J'ai dit se tirer une balle, mais je sais pas où, tu vois. Mais en tout cas, oui, dans le pied, au moins, ça c'est sûr. Après, autre part, je ne sais pas. Mais sinon, on dirait un film qui est fait par un étudiant, quoi. Mais vraiment, l'étudiant qui a regardé 5 films et qui veut juste. Enfin, en gros, c'est par exemple, c'est une fanfiction, quoi, un peu, on dirait. C'est. Il n'y a rien, c'est du vide. Genre, donc en fait, je ne vais pas épiloguer longtemps là-dessus parce que c'est un film qui est même pas. En fait, il n'y a même pas le côté, tu vois, qui pourrait être un peu drôle, série Z, nanar, que tu pourrais regarder entre potes. Et encore, moi, j'aime pas trop cette vision-là du cinéma, mais je la conçois. Là, en fait, c'est juste complètement générique à souhait et on ne croit à rien, le cinéaste ne croit à rien. Et le concept, comme tu le dis, Valérian, qui pourrait être intéressant, en fait, il n'est jamais utilisé. Et. Ouais, c'est un pétard mouillé ce film, quoi. Le film est dévitalisé, littéralement. Ouais. Là, c'est pour ça, il y a vraiment quelque chose de morbide, quoi. Ça fait peur quand tu vois le film, tu te dis, c'est fait avec comme tu le dis, une telle apathie. On dirait qu'on a poussé le réalisateur à faire le film. Et que lui, il n'avait pas envie, il se levait le matin, il disait. En plus, c'est lui qui l'a écrit, en fait. C'est ça qui est d'autant plus horrible, en fait. C'est lui qui l'a écrit. Je veux dire, c'est pas. Il est venu devant un studio avec son projet, quoi. À quel moment il a cru que le projet, la façon dont il allait après le faire, allait remporter un suffrage. Et en effet, tu viens bien de le dire, son âge, là, il présente ça, mais qu'est-ce qu'il va pouvoir. Avec quoi il va pouvoir négocier après?
Tu vois, moi, ça me désole. Hein. Autant, encore une fois, quand on arrive dans des séquences d'effets spéciaux, il y a des choses à sauver parce qu'ils viennent de là. Mais dès qu'on est, le début était. Oh là 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 là, la façon dont c'est distillé, filmé, on aurait pu tout recompresser pour que ça soit plus rapide. L'émotion, où ça? J'ai pas vu, hein. Moi j'ai rien vu. Les acteurs sont mauvais, très mauvais. La direction, elle est horrible. Tu vois ça, tu te dis, les acteurs sont morts de l'intérieur, je sais pas. Et c'est après avoir vu ces films-là que les gens disent Dune, c'est un chef-d'œuvre. Bah oui, bien sûr. Si les gens voient que des films qui sont très mauvais, tout d'un coup, quand il y a un film qui fait son travail, mais sans plus, en plus, c'est la première partie d'un récit plus global, alors bon, les gens crient au chef-d'œuvre. Alors, tu as raison parce que j'ai beaucoup entendu ici et là des gens dire que pour un blockbuster, Dune, c'est un film d'auteur. Et je trouve que c'est, pour moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas le bon chemin pour pouvoir questionner un film dans sa globalité. Mais bon, voilà, ça c'est. Autant Annette respirer la vie, Dune c'est un peu l'entre-deux, et là Démonique c'est un peu la mort, donc progressivement nous sommes allés vers le déclin. Je trouve des films, les 3 films sont quand même des films faits par des gens qui ont une imagerie forte, même si Neil Blomkamp, son imagerie se présente beaucoup plus sous les effets spéciaux qu'il fait, qu'il supervise. Les 3 films sont vraiment proches de leurs auteurs, de leurs créateurs, ça c'est indéniable, mais ils se font un petit peu dévorer en fait par des logiques qui sont extérieures à ce qu'ils ressentent, je trouve. Peut-être le Carac, c'est peut-être celui qui le subit moins. Et du coup, ça donne pour moi des films qui sont quand même difficiles à apprécier sur la longue durée. Et surtout des films, pour moi, ça va être difficile de m'en souvenir. Au bout d'un moment, ils vont disparaître en fait dans le méandre des images génériques, comme dans le fossé à souvenirs dans Vice Versa, hein, avec les souvenirs là qui essaient de remonter, tu sais. Ah, souviens-toi de moi. Bah non, en fait, tu vas disparaître comme les autres en fait. Un moment, je te convoquerai pour un truc, mais ce sera juste de la convocation furtive. Hein. Je n'aurais pas envie de revoir ces films. Hein. Ou alors, un mauvais réflexe que j'ai, c'est que généralement, je regarde très peu les films que j'ai déjà vus en entier. Je regarde des petites séquences sur YouTube. Et ça, je trouve que c'est une très mauvaise habitude que je commence à avoir parce que ça te disloque une séquence que tu aimes bien d'un ensemble en fait qui te fait respirer, la durée, les enjeux, mais surtout la durée en fait qui t'amène à cette séquence que tu aimes bien. Et je pense que je ne suis pas le seul, donc je me permets vers la fin de cette émission pour mettre en garde aussi je pense beaucoup de gens qui peuvent le faire comme moi, qui aiment bien regarder une séquence d'action ou une séquence d'émotion qui est isolée du reste du film pour se rassurer que le film est bien, alors que peut-être le film a beaucoup de moments que la personne n'aime pas, mais elle se rassure en fait en regardant encore une fois une petite scénette, un microcosme du film général, et ça c'est quelque chose qu'il faut éviter de faire, parce qu'après ça nuit, ça donne une mauvaise image du film parce que tu n'en as qu'une image d'un petit fragment. Et ça, c'est vrai que c'est notre surconsommation d'images, de fragments, de scènes qui nous rassurent, peut nous faire tomber dans ces excès-là. Un film a un rythme qui est propre à lui-même, et dans ce rythme, il y a des moments creux, il y a des moments extrêmement rebondissants, et c'est ça aussi un film, et il faut accepter ces moments creux, qui ne sont pas forcément des moments creux, qui sont importants dans ce qu'il a à dire aussi, et c'est pour ça que, par exemple, entre autres, vous ne trouverez jamais rien d'intéressant en regardant une bande-annonce et essayant de comprendre. Parce que vraiment, ça a un autre rythme, ça a une autre durée qui n'est pas celle du film, qui ne sera jamais celle du film. Et donc, oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est une espèce de courage d'aller voir un film, tu sais. C'est le courage d'accepter la durée du film. J'ai l'impression qu'il y a de ça, c'est assez bien. Mais là, on part sur autre chose, sur un autre sujet qui peut-être un jour fera l'écho retentissant d'un live. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver, de renouer ce dialogue en parlant d'Annette, en parlant de Dune et maintenant Démonique. On se retrouve dans un mois pour parler de 3 autres films.
non des moindres. Et puis, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Valérian. Merci beaucoup, Jules. Vous avez quelque chose à dire avant de partir chacun de votre côté? Merci à toi pour l'invitation, encore une fois. Pareil, et merci Valérian pour ta qualité d'intervention. Voilà, toujours un plaisir d'échanger Merci à avec toi vous. aussi, Jules, pour ta présence et tes idées. Bon, bah moi, c'était de la merde, c'est pas grave, mais j'essaie de. Dans un mois, je vais me dire. Parce que j'ai osé contredire ces deux personnes, c'est pour ça. Mais non, mais non. Non, mais on fait trop souvent tes louanges à toi, c'est bon. Ouais. Oh, monsieur, moi, je suis un escroc. Moi. Mais tu es le médiateur. Le Voilà, médiateur, ouais. Exactement. Bon, allez, on va arrêter là. Merci en tout cas, on se retrouve dans un mois. Et encore une fois de plus, vous retrouvez les liens des chaînes de Valérian et de Jules dans le descriptif de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre disponibilité à vous deux. On se retrouve dans un mois. Agréable journée à vous. Allez. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony